Action directe en justice. Les 4 chefs terroristes devant la cour. Ils répondent de l'assassinat de Georges Besse, le patron de la Régie Renault. La catastrophe aérienne de Leicester, 46 morts. Elle aurait pu être beaucoup plus meurtrière, mais elle a aussi failli être évitée. Rika Zaraï, inculpée, mais pas pour ses livres. Elle est accusée d'exercice illégal de la pharmacie dans la préparation de ses produits. Rififi à droite à Lyon. Michel Noir s'attaque au maire, Francisque Collomb. Il lance sa propre liste soutenue par le RPR. Charles Pasqua, à l'heure de vérité. New Look, il répondra à des questions d'actualité sur les otages ou sur les immigrants. Bonsoir. La boîte noire du Boeing britannique a été retrouvée tout à l'heure. Le 737 de la compagnie Midland Airways s'est écrasé hier soir dans le comté de Leicester. Dernier bilan, 46 morts, 80 blessés. Une catastrophe qui s'est jouée à quelques secondes. Elle aurait pu être évitée. Mais sans le sang-froid des pilotes, elle aurait pu encore être beaucoup plus meurtrière. Enquête en Angleterre, Bruno Gex. C'est encore plus terrible que je ne le pensais. Margaret Thatcher s'est déclarée bouleversée lorsqu'elle s'est rendue sur les lieux de la catastrophe. À ses côtés, Paul Shannon, le ministre des Transports britannique, et le directeur des Midland Airways, Michael Bishop. Le Premier ministre a tenu à féliciter l'équipe de sauveteurs qui s'est montrée particulièrement efficace et rapide peu après l'accident. Un accident qui restera dans la mémoire des habitants de la petite ville de Kegworth. L'avion volait très bas. J'ai vu un des moteurs prendre feu. Puis le Boeing est arrivé au-dessus de la colline là, rasant tous les arbres qui bordent l'autoroute. Autre témoignage, celui d'un des rescapés du Boeing. Il a entendu le pilote annoncer aux passagers que l'avion allait s'écraser. Il y avait à côté de moi une femme complètement paniquée. Je lui ai baissé la tête de force pour la protéger. Moi, j'ai pas eu le temps et je me suis retrouvé avec une grosse bosse. Défaillance technique dans les réacteurs, c'est la thèse que retiennent pour l'instant les enquêteurs. La lecture des boîtes noires et le témoignage des 2 pilotes encore en vie permettront sans doute, d'ici les prochains jours, de faire la lumière sur les causes de l'accident. Un procès faussé d'avance, celui d'Action directe. Les 4 chefs de l'organisation terroriste ont en effet décidé de se taire. Depuis l'instruction, ils ne répondent pas aux questions. Aujourd'hui, ils comparaissaient devant une cour spéciale composée de magistrats, une cour spéciale pour juger des actions terroristes. Ils sont accusés du meurtre de l'ancien patron de la Régie Renault, Georges Besse, abattu en novembre 86. Le procès a commencé dans un climat tendu et avec un dispositif de sécurité exceptionnel. Au palais de justice, Dominique Verdeillan. 2 ans que Mme Georges Besse attendait ce face-à-face de 6 jours avec les 4 présumés coupables du meurtre de son époux. Pour ce nouveau procès où le noyau dur d'Action directe doit pour la première fois répondre d'un assassinat, un important dispositif de force de police et une fouille systématique du public ont été mis en place pour toute la semaine. Aux côtés de Mme Besse, ses enfants et l'actuel PDG de la Régie Renault, Raymond Lévy, qui s'est lui aussi constitué partie civile. Une partie civile qui, par la bouche de Maître Sarda, considère ce procès comme celui d'un assassinat, l'assassinat d'un père de famille et d'un chef d'entreprise. Si la partie civile a fait appeler à la barre 2 ministres, Édith Cresson et André Giraud, c'est simplement pour rendre hommage à la personnalité de Georges Besse, celui que Ménigon, Cipriani, Aubron et Rouillant appellent la brute Besse. Pour les 4 accusés, ce procès, c'est, je cite, le moment pour dresser un bilan économique d'un sacrifice humain collectif, le licenciement d'ouvriers de la Régie Renault. Si la partie civile a fait appel à 2 ministres, la défense voulait donner une dimension politique à ce procès en voulant faire entendre à la barre le ministre actuel de l'Industrie, Roger Fourou, le biologiste Albert Jacquard et le syndicaliste Henri Krasuki, une demande rejetée par le président Versini. Tout au long de cette journée, Madame Besse est restée le visage fermé, dévisageant parfois les 2 femmes. Plusieurs fois ce soir, les membres d'Action directe ont menacé de quitter la salle d'audience afin d'aller préparer leur défense en coulisses. Ils ont demandé également plusieurs fois à être incarcérés tout le long de ce procès dans la même maison d'arrêt. À quoi bon, a dit la partie civile, puisque depuis 2 ans, ils déclarent n'avoir rien à dire et qu'ils ont toujours refusé de participer à l'enquête judiciaire.
Oui, et j'ajoute que le jour même de l'ouverture du procès, Eliette Bess, second rôle, mais sympathisante d'Action Directe, a été interpellée à Paris. Cette femme de 57 ans qui n'a aucun rapport avec le PDG de la régie Renault malgré son homonymie. Eliette Bess, donc, avait été remise en liberté samedi dernier, mais interdite de séjour à Paris. Elle est restée dans la capitale et elle a donc été arrêtée. L'affaire Rika Zaraï. Depuis que la chanteuse a sorti son deuxième livre, Mes secrets naturels, la polémique n'a pas cessé. D'abord, il y a eu les médecins, maintenant ce sont les pharmaciens. Résultat, Rika Zaraï a été inculpée pour complicité d'exercice illégal de la pharmacie. Alors disons tout de suite que ce n'est pas pour son livre, mais pour les produits qu'elle fabrique et qu'elle vend. Dans la région d'Angers, l'enquête d'Alain Labouze. Voilà l'usine de Rika Zaraï. Elle se trouve à Saint-Sylvain-d'Anjou, près d'Angers. C'est ici que les plantes à l'effigie de la chanteuse sont préparées avant d'être vendues en grande surface, le plus souvent à côté de sa médecine naturelle, près de 3 millions d'exemplaires, et de ses secrets naturels qui ne se contentent pas de livrer des recettes de grand-mère. Ces recettes prétendent aussi soigner les maladies les plus graves, ce qui vaut aujourd'hui à Rika Zaraï une inculpation pour exercice illégal de la pharmacie. J'aimerais des boîtes. Je suis une femme innocente, respectueuse de loi. Je suis une femme qui écrit des livres et ça fait 15 ans que je lutte pour améliorer la santé des Français. Mais est-ce que les gens savent que quand on dit que les tilleuls c'est bon pour le sommeil, quand les menthes c'est bon pour la digestion, c'est exercice illégal de la pharmacie? Eh bien, je vais contre-attaquer en disant que je ne vante que des plantes libérées par le ministère de la Santé, que je suis une femme qui écrit des livres comme d'autres centaines de milliers de personnes en France, et que je ne vois pas, à moins d'être un pays de dictature, comment se fait-il qu'on m'attaque uniquement moi? Pour l'ordre des pharmaciens, qui a déposé sa plainte il y a 2 ans, il fallait absolument prévenir le public de la menace Rika Zaraï. Rika Zaraï, à qui il demande aujourd'hui d'appliquer la loi. Et l'application de la loi, eh bien, ce serait qu'elle demande que son laboratoire devienne un laboratoire pharmaceutique. C'est ce qui serait le mieux pour elle, que de continuer un combat complètement inutile en jouant les martyrs, que les pharmaciens lui en veulent, les pharmaciens lui en veulent pas. Maintenant, la justice va devoir trancher. Rika Zaraï a-t-elle, oui ou non, outrepassé ses droits et surtout ses compétences? Rika Zaraï propose de soigner aux plantes, souvent bien inoffensives. Alors on se demande pourquoi ce courroux de la faculté et de la justice. C'est qu'il existe dans ce domaine de l'herboristerie, mais aussi dans le domaine des médecines douces ou parallèles, toute une législation que chacun doit respecter. Et puis c'est aussi, vous allez le voir, un commerce très florissant. Explication Jean-Daniel Flézaquier. 400 grammes de plantes par an, c'est ce que chacun d'entre nous consomme sous forme d'infusion, de décoction ou de gélules. Les 22 000 pharmaciens français et les rares herboristes diplômés ont vendu l'an dernier 15 millions de boîtes de sachets ou de gélules à base de simple médecine. Mais ils ne sont pas les seuls à commercialiser ces produits. Il y a en effet 34 plantes dites libérées, c'est-à-dire des plantes qui peuvent être vendues par n'importe qui. Et seulement 7 de ces plantes peuvent être mélangées. Le tilleul, la menthe, la camomille, la verveine, l'oranger, l'hibiscus ou le cynorhodon. Aucun autre mélange n'est toléré, pas plus qu'il n'est permis d'introduire des notices de prescription dans les boîtes de ces produits. Toutes les autres plantes sont considérées comme des médicaments et doivent faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. D'ailleurs, un prochain décret dressera une liste de 115 plantes, dont la germandrée, le thé vert ou la passiflore, que seuls les pharmaciens pourront désormais vendre. La politique de Fourvière à la Croix-Rousse, on ne parle que de ça ce soir. La droite est divisée à Lyon. Lyon, c'est l'une des villes, et non des moindres, où l'UDF et le RPR ne sont pas parvenus à se mettre d'accord, c'est-à-dire à une liste commune. Ce soir, la division est consommée puisque Michel Noir, député RPR du Rhône, présentera, c'est sûr, une liste contre le maire Francisque Collomb, soutenu lui par Raymond Barre. Lyon, Claude Régent. On prend les mêmes et on recommence. Comme en 83, il y aura des primaires au sein de la droite lyonnaise. Le RPR atypique Michel Noir se présente contre le maire sortant UDF, Francisque Collomb. Pourquoi suis-je candidat? Parce que j'ai une passion, servir Lyon et servir mon pays. J'ai une volonté, constituer une équipe compétente, loin des jeux politiciens. J'ai enfin une ambition, apporter réponse aux difficultés que les habitants de notre cité vivent quotidiennement. Depuis 10 années, je suis député de Lyon et je sers notre ville et ses habitants avec ardeur. Avec l'ancien Premier ministre, M. Raymond Barre, je suis le seul élu de Lyon
dont l'expérience gouvernementale a aidé et aidera Lyon. Une référence habile, Raymond Barre ne semble pas en tout cas choqué par la candidature de Michel Noir, même si l'ancien Premier ministre sera très probablement aux côtés du maire sortant. La décision de M. Noir ne me choque pas. Je suis, vous le savez, partisan du pluralisme dans l'opposition comme dans la majorité. Vous pensez que vous pouvez battre une nouvelle fois M. Noir? Mais j'en suis certain, il n'y a pas de problème, ça. C'est la répétition de 1983. Vous comprenez, on nous amuse pendant des mois, et après on vient dire que c'est moi qui suis un lâcheur. Pas du tout. M. Noir a dit que Lyon s'essoufflait. S'essoufflait. Et lui, il s'essouffle pas, non? Francisque Collomb jouera la stabilité et la sécurité, Michel Noir le renouvellement. L'ancien ministre de Jacques Chirac a enregistré dès ce soir le soutien sans réserve du RPR national. L'événement politique, c'est ce soir sur Antenne 2, l'heure de vérité. D'abord, une nouvelle formule qui renouvellera un petit peu le genre de cette émission, animée par François-Henri de Virieu. Ensuite, l'invité de ce soir est en plein dans l'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire, car c'est Charles Pasqua. On parle beaucoup de lui, ou plutôt de sa loi sur l'immigration. Mais Charles Pasqua, puisque vous êtes avec nous pour un court instant, avant l'heure de vérité, on a beaucoup parlé de vous récemment aussi à propos des libérations des otages, par exemple les deux petites fillettes Valente. Alors est-ce que ce soir, dans l'heure de vérité, puisque jusqu'à présent vous vous êtes tu, est-ce que vous allez apporter des révélations sur cette affaire? Écoutez, je répondrai aux questions qui me seront posées. Nous verrons ça tout à l'heure. Oui, mais vous êtes décidé à répondre à Pierre Jox, par exemple? Moi, je répondrai aux questions que l'on me posera. Monsieur Jox n'est pas sur le plateau. Mais s'il veut dialoguer avec moi par Minitel, pourquoi pas? Mais vous êtes prêt à dire ce que vous avez fait réellement au moment de la libération de ces jeunes? Je crois que je vous ai répondu. C'est tout. Bien, écoutez, on vous retrouvera tout à l'heure de toute façon. J'imagine aussi que vous allez beaucoup parler de l'immigration. Écoutez par exemple ce qu'a dit François Mitterrand, qui est revenu à la charge sur ce sujet. Plus que jamais, M. Mitterrand souhaite assouplir cette fameuse loi Pasqua. Il l'a encore dit cet après-midi à la Sorbonne au cours des Assises internationales sur les nouvelles solidarités. Écoutez. Je dois dire que j'ai été très surpris, mais vraiment surpris. Il n'y a pas grand-chose qui me surprenne aujourd'hui. Mais très surpris de voir que ce que j'avais dit le 31 décembre 1988 pouvait provoquer un tel trouble dans certains milieux. Un trouble vraiment, et même un rien de scandale, hein. Sans doute avais-je l'œil exagérément fixé sur l'horizon des élections municipales. Ça ne pouvait s'expliquer que comme ça. Si j'avais eu ce souci, au même titre que ceux qui m'en faisaient le reproche, je n'aurais plutôt pas dit ce que j'aurais dit. Hein. Parce que avoir les statistiques actuelles, c'est pas forcément le meilleur argument électoral dans un quartier de Marseille ou dans certains quartiers enfin, par ici. Voilà, je reviens un court instant au municipal. Nous reparlerons des assises internationales sur les nouvelles solidarités dans un instant. Je reviens un court instant au municipal avec ces deux informations dont je viens de prendre connaissance. D'abord, Lyon, toujours. Francisque Collomb, le maire, vient de déclarer « Raymond Barre sera sur ma liste ». Et puis, Michel Rocard, le Premier ministre, qui a annoncé sa candidature pour les municipales, donc à la mairie de Conflans-Sainte-Honorine. Voilà, les assises internationales sur les nouvelles solidarités donc se sont ouvertes ce matin. Il s'agit de voir ce qu'on peut faire dans ce domaine, mais sur toutes les solidarités. Il n'y a pas que le problème des immigrés, ni celui du chômage, ni celui du manque d'argent. Il y a aussi par exemple la solidarité envers les drogués, pourquoi pas, bien souvent eux aussi victimes. Exemple de cette solidarité, ceux qui aident les drogués à se réinsérer dans la vie sociale après s'être soignés. Christophe Marté, Jean-François Bernigaud, reportage. Patiemment, minutieusement, Olivier Bijon restaure des meubles. Il est ébéniste d'art, installé à son compte depuis 2 ans, il gagne bien sa vie. Une situation impensable il y a quelques années, quand Olivier n'avait pour seule obsession que la drogue. Une dépendance totale qui a duré 3 ans, 3 années qu'Olivier veut maintenant oublier, car il s'est battu pour en sortir. Psychologiquement, c'est difficile de se réintégrer vraiment dans un système dans le monde du travail, mais je crois qu'il faut avoir un petit peu de volonté et beaucoup de passion pour ce qu'on fait. Je crois que c'est vraiment l'essentiel dans la vie, c'est d'avoir un métier qui vous prend et qui vous passionne. À ce moment-là, je crois qu'on est capable de tout faire, s'en sortir de tous les problèmes.
C'est ici, à l'association Oiseau Bleu, qu'Olivier a appris son métier. 50 jeunes sont accueillis chaque année, tous d'anciens drogués à l'héroïne ou à d'autres drogues dures. Tous arrivent après des cures successives de désintoxication, certains après des séjours en prison. Tous marginalisés par des années de galère. Ils rentrent ici sans drogue et volontaires pour beaucoup. C'est la dernière planche de salut. La vie que je menais à l'extérieur ne m'a mené à rien. Non, je pense qu'il fallait que je fasse ce choix, je l'ai fait. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Et concrètement, votre vie a vraiment changé depuis que vous avez découvert ce métier? Je suis déjà sorti quand même du monde de la toxicomanie, il ne faut pas l'oublier non plus. J'ai réappris à connaître le goût, la valeur de l'argent, la valeur du temps, Je sais pas, on réapprend tout ici. Le centre est subventionné en partie par la sécurité sociale et par des dons privés. Les jeunes encadrés par 4 éducateurs deviennent des artisans à part entière. Les meubles sont donnés à l'association ou achetés dans des brocantes, restaurés puis revendus lors de journées portes ouvertes. Une grande partie de leur salaire est mise sur un compte bloqué. Ce sera un capital de départ à la sortie du centre, après 2 ans de formation. Actuellement, nous avons en projet d'autres formations, toujours artistiques et débouchant sur un gagne-pain. Par exemple, la ferronnerie d'art, où actuellement il y a sûrement des débouchés, et aussi la faïencerie d'art. Toujours il y a ce mot d'art qui revient, car beaucoup des jeunes qui viennent chez nous veulent une formation valorisante qui pourra vraiment donner un sens à leur vie. Bien sûr, certains craquent, replongent, mais depuis 10 ans que l'association existe, près d'une centaine de jeunes s'en sont définitivement sortis. À propos de solidarité toujours, ce chiffre donné aujourd'hui par le ministre des Affaires sociales, Claude Évin, 100 000 personnes ont déjà présenté un dossier pour bénéficier du RMI, le revenu minimal d'insertion. Ce RMI comble, on le voit, un besoin qui était très vaste. Économie avec les bons résultats de la régie Renault, avec un nouveau record de véhicules vendus, 1 850 000. Renault est ainsi le 4e constructeur européen et le 1er français. Au même moment, la Chambre syndicale des constructeurs auto publiait ses résultats. C'est très bon aussi pour l'ensemble des constructeurs français. En fait, une année record en 88. La conférence sur les armes chimiques, c'est à Paris. C'est à Paris où sont réunis, vous le savez, 141 pays. En 5 jours, ces pays cherchent à trouver un consensus, mais cela paraît bien difficile. Thème général de la discorde, les petits pays, c'est-à-dire souvent les pays pauvres, disent aux autres, pourquoi renoncer à nos armes chimiques, puisque vous, pays riches, vous avez vos armes nucléaires qui sont beaucoup plus dangereuses. Georges Bortoli. On attendait le délégué de la Libye, pays qui, en matière d'armes chimiques, fait figure d'accusé potentiel. Malgré ses accusations rituelles contre Israël et les États-Unis, il s'est montré plutôt plus modéré que de coutume. C'est la bonne surprise de cette journée, marquée d'autre part par un nouveau réquisitoire de l'Iran contre l'Irak. La condamnation de l'Irak et des sanctions contre ce pays qui a utilisé des armes chimiques depuis 7 ans est un élément très important pour le futur, car sinon les autres pays pourraient être tentés de suivre le même chemin que l'Irak. Dans cette enceinte de l'UNESCO, 109 délégués représentant 109 pays, des grands et des moins grands comme les Comores ou les îles Cook, se sont fait inscrire pour prendre la parole d'ici mercredi. Mais l'attention maintenant se porte moins vers les discours que vers le texte final de la conférence qui est en train de se rédiger dans les coulisses. Ce texte sera difficile à mettre au point parce que les pays arabes voudraient qu'il fasse référence explicitement au péril de l'arme nucléaire en plus du péril chimique. Alors, est-ce que ça pourrait faire capoter la conférence d'ici mercredi? Non, c'est peu probable. Le vent est à la modération et tout porte à croire que cette conférence condamnera, comme elle doit le faire, de la façon la plus ferme et la plus générale, le péril des armes chimiques. Oui, hier, vous le savez, l'Union soviétique avait proposé de réduire et de détruire même son stock d'armes chimiques. En fait, c'est un geste qui ne lui coûte pas beaucoup, car l'Union soviétique détruira surtout les armes anciennes. Comme d'ailleurs le font les États-Unis, qui depuis des années détruisent eux aussi leurs armes chimiques anciennes pour les remplacer par des armes moins toxiques. Pour la première fois, une équipe de télévision s'est rendue dans une de ces usines d'armes chimiques américaines, dans les montagnes Rocheuses, au centre du pays, dans l'Utah. Elle a aussi, cette équipe d'Antenne 2, assisté à l'entraînement de jeunes recrues féminines. Voici le reportage donc de cette équipe, Paul Naon, Francis Friedland. Because if you get inside that chamber and start sucking gas,
Dans ce camp de l'armée américaine en Caroline du Sud, on apprend très vite à ces jeunes recrues à se protéger des gaz en cas d'attaque de l'ennemi. Depuis toujours, l'arme chimique a constitué la terreur des populations civiles et des militaires, mais ces masques sont une protection dérisoire face à la puissance de destruction des armes chimiques modernes. Les Américains ont commencé la fabrication de ces armes pendant les 2 guerres mondiales. Ils possèdent des stocks énormes, mais c'est en 1960 que les États-Unis décident de détruire une partie de leurs stocks sous la pression du Congrès et de leur opinion publique. Nous avons pu pénétrer dans l'un des camps de l'armée dans l'ouest du pays, perdu dans le désert de l'Utah, cette usine militaire qui est en train de détruire 42% des stocks d'armes chimiques. Une usine entièrement automatisée, mais il nous a été impossible de savoir combien de tonnes de produits chimiques y étaient stockés, secret défense. Nous aurons terminé tout ce travail en 1997. À cette date, l'usine sera détruite et décontaminée. Et l'environnement sera à nouveau propre. Voulez-vous dire qu'en 1997, tous les stocks seront détruits? Absolument. Dans ces obus en cours de décontamination de l'hypérite ou gaz moutarde, l'un des plus toxiques, des agents suffocants qui bloquent l'influx nerveux ou encore des neurotoxiques, des gaz hémotoxiques qui provoquent la mort par arrêt respiratoire. Ces agents pouvaient être utilisés grâce à des munitions traditionnelles, des bombes ou des missiles. Aujourd'hui, toutes ces armes sont dépassées, d'où leur destruction, sans oublier que leur stockage était extrêmement dangereux pour l'environnement. Depuis 2 ans, les États-Unis fabriquent un nouveau système d'armes chimiques appelé système binaire. C'est-à-dire que dans une usine A, on va fabriquer un produit chimique non toxique. Dans une autre usine B, on va produire un autre produit chimique non toxique aussi. Et c'est le mélange, la réunion, si vous voulez, de ces 2 produits qui va former la nouvelle arme chimique mortelle en cas de conflit. Donc, sous une forme ou sous une autre, aucune des grandes puissances n'a renoncé à l'arme chimique. Certains pays testent même dans le plus grand secret des armes bactériologiques, ce que Winston Churchill appelait déjà les poisons du diable. Les Moudjahidines afghans ne veulent plus négocier avec l'Union soviétique. Ils ont rompu les pourparlers. Ils attendent le retrait de l'armée rouge le 15 février. C'est ce qu'a déclaré à Islamabad, au Pakistan, le chef de la résistance afghane. Voyons maintenant d'autres informations de l'actualité internationale. En bref, en images, Michel Monponté. Après 6 mois d'enquête, le procureur général du Pirée reconnaît enfin l'innocence de Laurent Vigneron. Ce jeune Français de 22 ans, tué le 11 juillet dernier lors de l'attentat sur le City of Poros, avait été longtemps présenté comme un terroriste par les autorités grecques. Toutes les charges retenues contre lui sont désormais abandonnées. En revanche, des poursuites ont été engagées contre un Libanais, Mohamed Jozan, du groupe Abu Nidal, identifié lui comme le véritable assassin. Ces 2 derniers jours, au moins 49 morts dans les violents combats qui se poursuivent au sud Liban. Les milices chiites d'Amal, pro-syriennes, et du Hezbollah, pro-iranienne, s'affrontent dans les villages entourant la ville de Saïda. Des combats décrits comme d'horribles massacres par la police libanaise. Amal et le Hezbollah se rejettent mutuellement la responsabilité de ces violences, entre eux tentant de s'interposer les miliciens du Fatah palestinien. Au Liban, toujours un terrible anniversaire, les 1000 jours de détention de John McCarthy, ce journaliste anglais enlevé à Beyrouth le 17 avril 1986, fait partie des 13 occidentaux encore détenus au Liban. Il aura attendu 55 ans pour devenir à son tour le 125e dieu du ciel, empereur du Japon éternel. En 4 minutes d'une cérémonie très solennelle, l'empereur Akihito s'est engagé à ne faire qu'un avec son peuple, quoi qu'il arrive. Devant 258 députés, le fils de l'empereur Hirohito a également souhaité la paix pour le monde et la prospérité pour son pays. Un espoir pour la petite Aurore. L'affaire était jugée en appel aujourd'hui à Poitiers. Alors je vous la rappelle cette affaire. Aurore a 4 ans maintenant. À l'âge de 6 mois, elle a été abandonnée par sa mère et recueillie par une famille d'accueil qui l'adore et qui l'élève pendant 3 ans. Mais l'été dernier, coup de théâtre, la justice décide de rendre Aurore à son père, qui jusque-là s'était peu manifesté, car il était en fait en prison. Depuis, la famille d'accueil et le père se disputent l'enfant. Le père refuse même aux autres leur droit de visite. Une douloureuse affaire donc qui va, on l'espère, trouver un dénouement. Anne Gainsburger était à la cour d'appel de Poitiers.
3 heures de débat à huis clos dans cette chambre des mineurs de la cour d'appel de Poitiers. Après-midi faite de malaise et de coups de théâtre. Le premier, en forme de symbole, il est 13h15. La mère naturelle d'Aurore, jusqu'à hier introuvable, jamais entendue par la justice, arrive la première au palais. Elle a décidé de témoigner, de soutenir la requête de garde de la famille d'accueil. Face à eux, l'avocate du père, seule. Deuxième surprise, il est 17h. Philippe Védy arrive en catastrophe en taxi à la cour. Personne ne sait qui l'a convoqué en urgence. Un homme traqué qui dit qu'Aurore doit rester chez lui, qui se dit aussi maintenant prêt à négocier. 19h, l'audience est close, le jugement mis en délibéré. La décision sera rendue quand la cour l'estimera utile. Les débats ont été très complets, simplement. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi M. Védy est arrivé en milieu d'après-midi ? Je n'ai pas de raison à donner à cette question. Il est arrivé, était présent devant la cour, c'est tout. J'ai été très heureuse que Philippe Védy ait pu être conduit. Nous avons amorcé un dialogue. La cour nous a entendus. Et je crois que j'ai aussi, au nom de la famille Hébrard, exprimé le don qu'ils avaient fait à Aurore des 3 années de sa vie, au cours de laquelle elle s'est structurée, construite, et que si jamais il fallait donner ça à Aurore, il le donnerait. C'est vous qui avez demandé à ce que M. Védy soit entendu ? Je l'avais espéré, la Cour le demandait. Je crois que Maître Gary-Mommet a compris effectivement qu'il fallait que Philippe Védy vienne. Atmosphère qui peu à peu se détend. Aurore savait que de part et d'autre, on se battait pour elle. Mais ce soir, la bataille a peut-être pris quelques nuances. C'est vrai qu'il y avait un enjeu énorme et que tout l'avenir d'Aurore se jouait aujourd'hui. Il y a eu de grands moments d'émotion, mais je suis pleine d'espoir. Les magistrats ont été formidables. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, je crois que ça a été le procès du code contre celui du cœur, et ils ont un cœur. Une enquête sociale a été ordonnée dans la famille d'accueil et chez le père d'Aurore, une fillette absente dont on ne cesse de parler, Aurore, dont la rumeur dit qu'elle pourrait bien être enfin entendue par les juges dans les prochains jours. C'est le monde à l'envers dans le domaine du rugby. Un Français qui donne des conseils aux Anglais. Et oui, c'est Pierre Villepreux qui s'est rendu au Portugal pour conseiller l'équipe d'Angleterre en stage. Reportage de Patrick Montel. To the decision of the man who has the ball, okay? If he goes this way, the support comes this way. And if we separate them, we can play left or right. La leçon de rugby de Pierre Villepreux. Quand l'Angleterre, à 15 jours de l'ouverture du tournoi, bouleverse ses traditions et réapprend le ballon ovale avec l'accent du sud-ouest. Le ralliement d'un French boy qui n'a pourtant rien d'une trahison. Il est impératif que tous les coachs du monde actuellement, je dirais d'une manière un peu imagée, se donnent la main pour essayer de faire progresser ce jeu. Villepreux possède ce qui manque le plus à une équipe anglaise en pleine progression, la science du mouvement. Et la victoire obtenue récemment devant l'Australie n'a pas encore fait oublier 8 ans d'approximation au niveau international. Nous pensons que Pierre peut, par ses idées novatrices, nous apporter beaucoup au plan de la dynamique. Car en ce qui concerne les phases statiques, l'équipe d'Angleterre est déjà très au point. Et puis, pour le monde entier, Villepreux, c'est la référence. Meilleur arrière du monde des années 70, reconversion brillante depuis à la tête du Stade toulousain. Jusqu'au banc de l'université où il enseigne sa philosophie du rugby. Alors, pour 2 jours, Villepreux a exporté son talent. Une démarche qui risque fort de déplaire à la Fédération française, qui elle, jusqu'à présent, s'est toujours passée de ses services. Et puis, ces recettes miracles pourraient bien faire basculer l'Angleterre-France du 4 mars prochain, la finale potentielle du tournoi 89. Voilà, je change de studio, je monte 2 étages de l'avenue Montaigne à pied, bien sûr, pour me retrouver dans un autre studio, celui de Télématin. Vous avez couru dans les escaliers? Oui, exactement, parce que j'ai pris les escaliers. Bon, alors voilà, je me retrouve dans le studio de Télématin où je retrouve Roger Zabel, et c'est pas un hasard si je me retrouve ici, c'est parce que demain, Télématin fête son 4e anniversaire. Oui, 4 ans, ça représente, je crois, j'ai calculé à peu près 1040 levées à 4 heures du matin pour ceux qui étaient là dès le début. Non, plus sérieusement, ça représente effectivement des levées tôt, des couchers tôt pour toute l'équipe de Télématin, mais surtout, je crois, une très grande joie, vraiment une joie réelle de préparer chaque matin, j'ai envie de dire, le petit déjeuner pour les téléspectateurs d'Antenne 2. Alors, comment vous faites ça demain ?
Alors on fait ça en recevant un invité de marque qui est un fan de Télématin, c'est Claude Lelouch. J'avais discuté un jour avec lui comme ça, cinéma et d'autres choses, et il m'avait dit sa passion pour Télématin, donc on l'a invité, il a accepté très, très volontiers. On va essayer de lui faire prendre la caméra pour filmer une autre vedette de Télématin, c'est Victor. Victor, c'est un petit bébé qui est né exactement il y a 4 ans, le 10 janvier 1985, lorsque William Lémergie présentait l'émission. Il sera là demain matin, on lui fera un cadeau pour son 4e anniversaire, et puis nous aurons d'autres cadeaux des télévisions étrangères du matin. Oui, parce que c'est vrai, en fait, des télévisions étrangères, le matin, ça s'est beaucoup développé. Dans tous les pays, maintenant, il y a une télé du matin. Oui, ça a commencé aux États-Unis bien avant que la France ait un journal à 13 h déjà. Ensuite, bon, il y a eu le Japon, puis l'Europe est venue quand même beaucoup plus tard, avec les Anglais qui ont démarré. Maintenant, il y a l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, enfin tous les pays d'Europe maintenant pratiquement ont leur télévision. Mais la meilleure, c'est Télématin encore. Alors, il y en a qu'une, c'est Télématin, oui, effectivement. Demain, rendez-vous 6h45, Roger, comme d'habitude. 6h45 pour un réveil dans la joie et dans la bonne humeur avec toute l'équipe de Télématin et un journal à 7h, 7h30 et 8h. Marc Hautement, Catherine Sellac. Merci, Roger. Voilà, fin de cette édition du journal de 20h. Donc, tout de suite, la météo avec Sophie Davant, une habituée de Télématin aussi. Ensuite, l'heure de vérité avec Charles Pasqua, vous l'avez vu, l'émission de François-Henri de Virieux. Et puis ensuite, l'informateur de la soirée, ce sera Henri Sagnier avec notamment la dernière édition du journal, un tout petit peu avant minuit. Excellente soirée sur Antenne 2, à demain soir.